Merci à tous. On va reprendre avec un nouvel échange assez ambitieux. L'entreprise peut-elle sauver la démocratie? Alors, pour répondre à cette question très ambitieuse, je disais que j'ai à mes côtés François Gault. Bonjour. France Gault, pardon. Bonjour. Vous êtes sociologue des organisations, fondateur de l'agence Ultra Laborance et auteur notamment d'un ouvrage à paraître début avril qui s'appelle Le travail de la nature, et on comprendra l'importance de ce titre en vous écoutant tout à l'heure. François Miquet-Marty, bonjour. Vous êtes président du groupe Les Temps Nouveaux et de Via Voice. Alors, on va partir du titre de cette table ronde. J'ai dit qu'il était ambitieux. L'entreprise peut-elle sauver la démocratie? Et avant de creuser ce que ça implique, j'aimerais simplement commencer par vous faire agir sur ce titre. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Franz? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais peut-être être un petit peu iconoclaste, mais j'ai trouvé que le titre de cette table ronde était un peu contradictoire parce que dans ma carrière, j'ai souvent entendu des dirigeants d'entreprise me dire « l'entreprise n'est pas une démocratie ». Ce qui, depuis, a infusé un doute en moi, me demandant « mais qu'est-ce donc qu'une entreprise ?» Est-ce une république censitaire? Est-ce un despotisme éclairé? Je ne sais pas très bien. Ce qui est certain, c'est que je me demande comment un régime qui, si cette théorie est bonne, un régime non démocratique, pourrait aider la démocratie à être plus démocratique. Mais je me garde bien de généraliser, puisque l'entreprise, c'est beaucoup de choses, beaucoup de réalités différentes, et beaucoup d'entreprises sont de fabuleux laboratoires d'expérimentation, et notamment d'expérimentation de gouvernance démocratique. On l'a très bien vu au XIXe siècle, et aujourd'hui encore, on le voit extrêmement bien. On en reparlera tout à l'heure. On va y revenir dans quelques instants. François Miquet-Marty, je vous pose la question, vous aussi, l'entreprise peut-elle sauver la démocratie? Bonjour, merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre accueil. Oui, heureusement, nous avons 2 jours pour approfondir ce sujet. La nuit sera longue, tout le monde est bien installé. Voilà. Écoutez, en apparence, non, mais j'ai envie quand même de dire un peu oui, voire plusieurs fois oui. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre démocratie, on va s'en tenir à la France, si vous voulez bien, parce que si on élargit à l'ensemble de la planète, nous n'allons pas en sortir. Notre démocratie représentative souffre de toute une série de pathologies et il me semble que la démocratie pourrait s'inspirer de ce qu'apporte l'entreprise, c'est-à-dire concrètement que les pathologies démocratiques peuvent appeler une partie des réponses de l'entreprise. Alors concrètement, je pense à plusieurs choses. D'abord, la notion d'efficience. Le principal reproche qui est fait aux électeurs qui de plus en plus s'abstiennent dans la démocratie politique est le manque d'efficacité des politiques publiques. Je vote et ça ne sert à rien. En face, je ne vois rien venir. Et on voit d'ailleurs exécutif après exécutif une surenchère pour être concret sans parvenir véritablement à l'être. Je crois que nous avons quelques exemples récents en tête. L'entreprise, elle, a le devoir de l'efficience. Donc c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble très importante, et les tables rondes précédentes l'ont évoqué, c'est le thème de la confiance. Je crois qu'il est très difficile de faire fonctionner une entreprise sans confiance, et à tout le moins sans confiance en l'avenir. Le propre d'une entreprise, vous commenciez à le dire d'ailleurs, c'est de reposer sur une envie de saisir l'avenir, voire de le construire, de l'adapter, de le façonner. Et cette idée me semble très importante. C'est d'une certaine manière l'optimisme de la volonté dont parlait Gramsci. Et une démocratie sans cette confiance en l'avenir est une démocratie très malade. Or aujourd'hui, notre démocratie représentative souffre de ce manque de confiance en l'avenir. On a concrètement... alors dans mes métiers, je fais à la fois des études d'opinion avec Via Voice, je fais de la prospective avec le groupe Les Temps Nouveaux. On a les 2/3 des Français qui abordent l'avenir avec défiance. Donc, construire une démocratie là-dessus, c'est très difficile. Le troisième point qui me semble aussi très important, alors ça a l'air plus éloigné, mais je crois que ça ne l'est pas, est celui de la croissance. Une entreprise, généralement, a vocation ou ambition à nourrir une croissance de son activité. Et je crois, alors on pourra débattre autant qu'on le souhaite de ce point-là qui est peut-être plus sensible, mais je crois qu'une démocratie sans idée d'amélioration de son activité, alors ça peut être une croissance matérielle, pouvoir d'achat, ça peut être une croissance en termes d'éducation, ça peut être une croissance en termes de culture, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Une démocratie dans laquelle on n'a pas d'idée de croissance
est une démocratie qui risque de se retourner contre ses citoyens. Parce que les gens vont voter, puis dire, bah oui, mais enfin, je vote, mais la situation ne s'améliore pas. Voilà. Et donc, je crois que cette idée, cette ambition de croissance est fondamentale. Donc ça, si vous voulez, je vais très vite, parce que je vois que le temps presse, mais ça, c'est le premier point. Je crois que les pathologies démocratiques appellent une partie des réponses que propose l'entreprise. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est qu'il y a des résonances entre la culture de l'entreprise et la culture démocratique. Alors ça pourrait faire des sujets de thèse en soi, mais il y a le beau livre de Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, qui date de 1942, dans lequel il étudie tout ça. Il y a une concomitance du développement. C'est-à-dire la croissance économique en Angleterre au XVIIIe siècle va de pair avec l'affirmation des libertés publiques. Au XIXe siècle en France, le déploiement économique, le développement des entreprises privées avec un esprit de liberté, de construction de la liberté, va de pair aussi avec le développement de la démocratie. Je ne dis pas que l'une est la raison de l'autre, mais enfin, il y a une concomitance et tout au moins des cultures qui sont similaires. Il y a l'idée d'un destin commun, il y a l'idée, à travers ces cultures similaires aussi, de transformer le réel. Alors Raymond Aron disait, une entreprise, ça ne sert pas à maintenir le réel, une entreprise, ça sert à changer le réel. Et c'est le propre aussi de l'idée démocratique. L'idée démocratique a vocation à changer le réel. Donc je crois que tout ça est très important. Il y a des similitudes de culture. Alors bien entendu, il faudrait creuser, voilà. On pourrait en parler pendant des heures, mais enfin, le sujet fait réfléchir et la démocratie ne peut pas être, je crois, indifférente, démocratie libérale, ne peut pas être indifférente à ce qu'est une entreprise capitalistique libérale. Si on est en Chine, bien évidemment, c'est différent. Les sujets se posent différemment. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, pour conclure ce point, qui me semble fondamentale, c'est que l'entreprise, et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, a une solidité de confiance nettement supérieure à celle de la démocratie. Aujourd'hui, on peut le déplorer à juste titre, nos démocraties représentatives sont contestées, sont mises en cause. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, pas uniquement, mais enfin particulièrement aux États-Unis, on a une partie des électeurs qui considèrent que la force, le rapport de force est plus important que la démocratie, que le deal est plus important que la démocratie. Et aujourd'hui en France, on a entre 35 et 40% des Français qui estiment que si la France était dirigée par un homme autoritaire, un militaire, les choses iraient quand même mieux, sans démocratie, entre 30 et 40%. Bon. Donc on a un principe démocratique qui est fortement remis en cause. L'entreprise, parce qu'elle s'adapte au cours du temps, suscite... Alors, il y a des contestations, bien entendu, de tous ordres, idéologiques, de toute nature, etc., etc., sur le fonctionnement, sur la redistribution, bien entendu, certes. Mais aujourd'hui, les 2/3 des Français font confiance aux entreprises pour trouver des solutions, pour apporter des solutions, pour préparer l'avenir, etc., etc., etc. Donc je crois que l'entreprise a, on parlait tout à l'heure de résilience aussi, un savoir-faire en matière de résilience que la démocratie peine à porter parce que ça ne se pilote pas tout à fait comme une entreprise. Donc voilà, il y a ces trois réflexions-là qui me semblent intéressantes, d'avoir des pathologies démocratiques qui peuvent appeler des savoir-faire de l'entreprise, ensuite des similitudes de culture entre la culture de l'entreprise et la culture de la démocratie, et puis une solidité de l'entreprise qui appelle à faire réfléchir parce que dans la durée, et malgré tous les chocs que l'on évoque, et malgré toutes les incertitudes qui viennent, on a quand même des entreprises qui ont appris au cours du temps, alors chacun fait sa minute publicitaire, donc je vais faire les miennes également, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Secret de croissance ». Il y a des entreprises qui existent depuis le 19e siècle et qui apprennent en permanence à se réinventer, à s'adapter. Je crois que c'est l'une des puissances extrêmement remarquables de ce qu'est une entreprise. Assez rapidement, mais quand même, tout à l'heure, Franz a posé la donne en disant que l'entreprise n'était en rien une démocratie. Est-ce que, selon vous, elle pourrait être une démocratie ou elle a quelque chose d'une démocratie ? Alors, elle a beaucoup de choses d'une démocratie, puisqu'il y a des formes vivantes de démocratie sociale, il peut y avoir des éléments de consultation, il y a des formes différentes d'entreprises, d'ailleurs. Il y a des entreprises mutualistes dans lesquelles il y a des formes de démocratie interne, etc. Moyennant quoi, en effet, je vous rejoins, il est quand même difficile de dire, compte tenu du pouvoir in fine dans le cadre d'entreprises privées de l'actionnaire, qui in fine a le pouvoir de décision, que nous sommes véritablement en démocratie. Mais il y a une idée qui me semble intéressante. Vous m'avez invité à essayer d'être un peu créatif, donc j'essaie de répondre à votre invitation. Pour l'avenir, on a beaucoup évoqué lors des précédentes tables rondes la question de la conflictualité. Comment répondre à la conflictualité, voire à la confrontation en entreprise? Je peux vous dire, moi je m'occupe de 3 petites entreprises, c'est pas simple. Bon, c'est pas simple pourquoi ?
Parce qu'on est dans des sociétés où la conflictualité, notamment ces 20 dernières années, est croissante de manière régulière entre des groupes sociaux qui s'estiment incompatibles et qui ne souhaitent pas vivre ensemble, voire entre des gens qui s'estiment incompatibles et qui ne souhaitent pas vivre ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je vais très vite aussi, pardon. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Une forme d'essentialisation, ce sur quoi le wokisme s'appuie de manière générale. C'est-à-dire, vous appartenez à tel groupe social, donc je vous disqualifie le droit de débattre avec moi, d'exprimer telle ou telle opinion, etc. C'est-à-dire, on ramène la personne non pas à son opinion, mais à son essence, d'une certaine manière. Son essence en termes d'appartenance à un groupe particulier. Voilà. Le miracle de la Révolution française avait été de créer cette distinction entre la personne humaine, l'homme, et le citoyen avec une vocation universelle. Sauf que patatras, aujourd'hui, plus personne ou peu de gens, ou de moins en moins de gens, pour être honnête, souscrivent à cette idée de l'universalisme de la citoyenneté, et nous voyons progresser l'essentialisme de plus en plus fortement. Donc, j'en arrive à votre question passionnante. Il me semble qu'il y a peut-être des axes de réflexion, non pas pour transformer la démocratie, l'entreprise en démocratie, parce que ça me semble une ambition bien prométhéenne, mais peut-être à s'inspirer dans l'entreprise de principes qui sont ceux des principes républicains. Voilà. Et pour aller très vite, j'en vois 3. Le premier, c'est la République au sens de chose publique, comme aurait dit Platon, Cicéron, etc. Et l'entreprise est une chose publique. Elle est une chose publique vis-à-vis de l'extérieur, et à l'intérieur aussi, il y a des gens, on l'a dit sans cesse, qui sont d'accord, pas d'accord, c'est une chose publique. Le deuxième sens de l'idée de République, c'est faire commun ensemble pour quelque chose. C'est le sens de République du XVIIIe siècle. On parlait à l'époque, Voltaire, la République des lettres, on parlait de la République chrétienne aussi, c'était des républiques au sens des micro-sociétés qui partagent un but commun. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis le troisième élément qui fait écho à l'idée d'une république, c'est la notion de droit et de devoir. Victor Hugo disait « Une république, c'est l'apprentissage permanent pour chacun de ses droits et de ses devoirs ». Et nous avons passé tous les premiers débats à parler de règles, d'art de la vie en commun, d'apprentissage, d'éléments de mise en forme de nos accords ou de nos désaccords. C'est un ensemble de droits et de devoirs. Et je crois qu'une entreprise, c'est ça aussi. Voilà. Donc, il y a quelques éléments là, un bien commun, du commun, faire commun, une vision commune, une projection dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, dans quoi on se projette, et puis un apprentissage des droits et devoirs qui font, non pas une démocratie, mais qui peuvent faire une république. Et donc je me demande s'il n'y a pas une vertu potentielle pour l'entreprise, nous sommes là pour rêver un peu, pour imaginer, donc imaginons, une vertu potentielle qui consisterait progressivement à se dire que pourquoi pas, les entreprises, pour certaines d'entre elles, peuvent évoluer aussi vers cette idée de république, et c'est des républiques entrepreneuriales, non pas bien entendu des républiques démocratiques, mais des républiques entrepreneuriales. Merci beaucoup. Alors François Gault, vous travaillez sur de nouveaux modèles de gouvernance de l'entreprise. Quelles sont les pistes qu'on pourrait explorer selon vous aujourd'hui pour améliorer la gouvernance ou pour innover en matière de gouvernance? Et rêver un peu. Rêver un peu, voilà. Mais rêver de façon pragmatique, je vous rassure. Depuis 4 ans, 5 ans maintenant, je fais de la R&D et surtout des expérimentations en entreprise pour voir comment on pourrait représenter la voix de la nature au sein de la gouvernance des entreprises. Sujet qui me tient à cœur parce que aujourd'hui, nul n'a abordé la question. On a parlé de gouvernance avec les dirigeants, avec les salariés, avec d'éventuels conseils, mais à aucun moment on n'a évoqué la question des parties prenantes et notamment de la partie prenante naturelle. Alors comment je m'y prends ? Eh bien, en fait, j'essaye de dépasser les pratiques actuelles qui sont celles en matière d'écologie, des pratiques techniques, des pratiques scientifiques, des pratiques comptables. Aujourd'hui, il est très à la mode de vouloir comptabiliser, on l'a évoqué tout à l'heure avec la CSRD, comptabiliser l'impact notamment écologique. Le problème, c'est que la question écologique est bien plus complexe, infiniment plus complexe que quelques équations comptables ou mathématiques. Derrière la question écologique, la question naturelle se cachent des questions éthiques, des questions métaphysiques complexes qui méritent une délibération. À cette fin, j'expérimente donc dans un certain nombre d'entreprises une représentation de la nature par l'intermédiaire de traducteurs humains, puisque j'ai essayé de mettre un poireau à un comité de direction, ça n'a pas bien fonctionné. Donc désormais, ce sont des représentants humains de la nature qui viennent parler, qui viennent essayer de la traduire.
Cela peut se faire en fonction des cas au sein du comité d'administration, du comité exécutif. C'est un des scénarios que je privilégie, mais on peut aussi imaginer d'autres voies pour représenter la nature, la voie syndicale ou la voie actionnariale. Dans ce dernier cas, je suggère d'ailleurs que la nature soit actionnaire des entreprises pour avoir un vrai pouvoir et prendre des vraies décisions, ce qui existe déjà. Alors, vous avez promis du rêve, mais est-ce qu'on n'est pas là dans la pure utopie? C'est un peu difficile à imaginer encore. Mais quand j'ai commencé, les gens rigolaient vraiment de moi en disant « Franz, t'es gentil, mais le poireau au comité de direction », c'était presque mon surnom. Fort heureusement, aujourd'hui, on a un certain nombre de cas concrets. On en a un en Grande-Bretagne, on en a 5 en Belgique, et on en a 3 en France que j'accompagne. Et ces cas, ce ne sont pas des communautés éco-spirituelles ou des éco-villages au fin fond des Ardèches. Je ne les cite pas ici, mais on a une banque, on a un industriel agroalimentaire et on a un média, un mass média. Et donc, et concrètement, comment ça se passe quand vous dites que quelqu'un va porter la voix? Donc une vraie personne va porter la voix au conseil, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette personne participe aux réunions du conseil exécutif ou du conseil d'administration, que cette personne a un droit de vote et dans certains cas un droit de veto, et que ces pouvoirs accordés aux représentants, au singulier ou au pluriel, parce que se pose la question de qui concrètement représente, eh bien, donnent lieu à des impacts concrets dans les entreprises que je vous ai citées, des changements de direction stratégique, des changements et des bénéfices également, puisque aujourd'hui, toutes les entreprises prétendent incarner une vertu écologique. Il est difficile finalement de prétendre le contraire, donc tout le monde fait des promesses vertes. Quand on clarifie son éthique de la nature, quand on clarifie sa stratégie parce qu'on ne peut pas tout protéger, on ne peut pas protéger les trous noirs, les poireaux, il faut bien se résoudre à sacrifier une partie de la nature, eh bien on clarifie au fond son message auprès du public et donc on acquiert un avantage concurrentiel, notamment en termes de pub, de com, de marketing. Mais comment ces personnes sont choisies? Le livre, je publie un livre qui s'appelle... Chacun sa pub, on l'a dit, mais quand même... La nature au travail. Juste dans l'exemple, c'est des représentants d'ONG, c'est des représentants de... Comment vous les choisissez pour qu'ils soient à la fois le trou noir et le poireau? Il y a beaucoup de questions qui se posent, et c'est l'une des questions, à titre informatif, se pose la question de quelle nature on représente, parce que la nature, ça veut tout et rien dire. Se pose également la question de quel pouvoir on donne aux représentants de la nature. Et entre ces deux questions se pose celle que vous soulevez, qui est qui représente la nature? Est-ce que ce sont les sociologues des organisations, éventuellement, mais plus sérieusement les scientifiques, les anthropologues, les ONG, les juristes? Personne n'est élu. Est-ce qu'il ne faudrait pas recourir aux élus locaux, qui est une forme de légitimité démocratique et territoriale? Est-ce qu'il faut prendre le Kidam, qui au fond, lui aussi, pratique la nature au quotidien? C'est une question un peu sensible. Certaines entreprises, je ne dirais pas lesquelles, aiment bien les éco-spiritualistes, qui aiment se connecter à Gaïa et à la Pachamama. Vous connaissez la chanson. Chacun ses préférences. Moi, je suis dans un monde idéal. Je pense qu'il faudrait un petit parlement de la nature qui enverrait son représentant au comité de direction ou au conseil d'administration. Je n'ai pas encore pu l'expérimenter, donc si quelqu'un dans la salle est ouvert, voilà. Notre table ronde parle de l'inspiration de la société par l'entreprise. Alors j'ai envie de pousser, est-ce que ce modèle que vous pensez pour l'entreprise pourrait s'entendre au niveau de la société? Brièvement, puisqu'il nous reste 1 minute 30. Merci, je faisais comme si je ne le voyais pas. Mais... je pense que c'est par des expérimentations telles que celles que je viens d'évoquer que l'entreprise peut effectivement non pas sauver la démocratie, mais inspirer la démocratie, laquelle au demeurant n'est pas en reste. Si on prend le temps de sortir de notre vieux monde, on constatera que d'autres démocraties sur d'autres continents font des choses telles que je viens de les décrire. Et donc, en conclusion, je crois que c'est plutôt un rapport d'inspiration mutuelle entre entreprise et démocratie, plutôt qu'un rapport un peu unilatéral de sauver la démocratie. Mais dans nos pays, on pourrait imaginer un droit de vote de la nature, un veto de la nature?
au niveau de l'État. Tout à fait. Dans les îles Loyauté, donc une province de notre empire colonial, nous avons des entités naturelles qui disposent de la qualité de sujet de droit et qui ont un droit d'ester aux tribunaux, dans les tribunaux, donc comme des sujets humains. Ça existe chez nous. En guise de conclusion, puisqu'en effet vous avez aussi l'œil sur le timer, si tel le génie de la lampe, j'avais un vœu à vous offrir, qu'est-ce que vous souhaiteriez d'un coup de baguette magique? Écoutez, en quelques secondes, alors d'abord je crois qu'il faut relire Michel Serres, puisque l'idée du contrat naturel est omniprésente dans ses propos. Je crois que les entreprises, sur cette réflexion ambitieuse à laquelle vous nous conviez entre entreprise et démocratie, font l'apprentissage depuis la révolution industrielle de l'articulation entre liberté et organisation. Une entreprise est souvent créée par une femme ou un homme qui a envie d'un acte libre, qui a une idée, une innovation, etc., etc. Cette idée, cette liberté est éphémère dès lors qu'elle n'est pas structurée, dès lors qu'elle n'est pas organisée. Et je crois qu'il y a une réflexion majeure sur cette articulation entre liberté et organisation, la force, donc sur votre vœu que vous souhaitez que je formule, que les entreprises peut-être demeurent ces lieux d'expérimentation extraordinaire, de liberté organisée. Parce qu'elles sont, pour elles-mêmes, c'est utile, pour la société en général, c'est utile, et peut-être pour la démocratie, c'est utile, laquelle en retour, les entreprises ont bien entendu besoin de ces réflexions démocratiques. Mais cette idée de liberté organisée me semble quelque chose d'assez précieux dans notre monde contemporain. Hans, votre vœu? Puisque on m'a souvent dit l'entreprise n'est pas une démocratie, j'ai peut-être envie de dire pourquoi pas, pensons l'entreprise comme une démocratie, mais évitons l'écueil de 1789 et essayons d'intégrer les non-humains et les entités naturelles dans cette démocratie qu'est l'entreprise, ou peut-être le serait-elle. Merci beaucoup à tous les deux.